Yann et Frank, mes amis, Yann et Frank. Comment est-ce qu'ils vont, mes deux chums? Top shape. Top shape? Il me dit top shape. Top shape, top shape. À la Yann. À la Yann. Hey, les boys, beaucoup de choses à jaser. On commence. Premier bloc, on parle de ce qui s'est passé cette semaine avec Arthabasca. Toute l'histoire de Radio-Canada. Moi, le boost que j'ai, je vais vous expliquer mon point de vue sur comment je vois ça. C'est plus le PQ, parce qu'on est aux portes du pouvoir. Les sondages, même s'ils sont légèrement à la baisse, nous montrent quand même que le PQ est en avance pas mal sur les autres. Donc, domine, sans le gars avec les cheveux blancs, la barbe blanche, là, mais domine le PLQ, domine la CAQ assez aisément. Est-ce que ça donne un gouvernement majoritaire? Je n'ai pas regardé ça. Là. Mais une chose est sûre, ils sont en avance. Puis là, on est en train de voir que les Québécois pensent que le PQ, c'est comme la solution de rechange, c'est comme le renouveau pour donner un nouveau souffle au Québec. Puis là, tu as une organisation qui n'a rien à voir avec le PQ de Bouchard, rien à voir avec le PQ de Parizeau, rien à voir avec le PQ de Lévesque. Un genre de parti très, très à gauche, très green, très politique pro-carné sur beaucoup de points, entre autres l'environnement, puis un paquet d'affaires, les chars, le pétrole, tout ce que tu veux. Et là, mettons, en tout cas, je prends les paroles de PSPP qui aurait fait son due diligence sur le candidat d'Arthabasca, le gars de Radio-Canada, et il lui dit, si tu fouilles dans Google, tu vas trouver des choses sur moi. En 2001, lors du Sommet des Amériques, j'ai été arrêté, puis j'étais à la tête, j'ai fait 41 jours de prison, etc., etc. Donc, c'est toute l'histoire. Et PSPP le prend pareil. Moi, c'est le bout où j'ai de la misère. Parce que si, mettons, même je suis à la tête du PCQ qui aspire pas au pouvoir, puis quelqu'un m'arrive avec une affaire de même, je veux dire, j'ai rien contre toi, on a pris une bière, c'est bien le fun, puis même que je t'écoute dans l'auto des fois à Radio-Canada, je te trouve bien bon, mais ça fera pas. C'est ce bout-là que c'est le PQ que je trouve bizarre là-dedans, moi. Moi, je sais qu'il y en a à peu près le même tape, je vais le laisser enligner après, là. Mais tu sais, moi, je pense que tu devrais pouvoir présenter à peu près n'importe qui aux élections, mais il y a une manière de le faire. Tu sais, s'il avait d'emblée annoncé ça dans une conférence de presse, puis le gars, il prend le micro, là, puis il dit, regarde, je vais vous le dire tout de suite, là, moi, mon passé, c'est ça. J'étais cave, j'étais radicalisé, j'étais jeune, j'étais naïf, c'était comme ça, puis je le regrette, ce passé-là. Puis moi, ce que je veux faire dans mon engagement politique, là, c'est que je le sais que des chambres d'écho, tu sais, ce genre de trucs-là, ça peut amener à de la radicalisation. Je l'ai vécu, c'est mon expérience, puis je voudrais apporter ce véhicule-là. Tu sais, il y a une manière d'amener ça. Là, c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils l'ont comme présenté. On nous a dit, quelle excellente candidature de qualité, comme avec l'intention de ne pas nous donner cette information-là jusqu'à temps qu'elle sorte. Moi, c'est ça le problème que j'ai avec ça, c'est que tu sais, c'était quoi le but d'essayer comme de cacher ça? Là, ça sort, on attaque du M en disant que c'est un menteur, il a jamais fait ci. Puis là, on tombe dans un micro-détail, genre, non, c'est pas vrai qu'il y avait des billes de fer, c'était, ou tu sais, les trucs fumigènes, c'était juste pour faire de la... Tu sais, là, il était rendu à justifier ce qui a été fait. Il aurait jamais dû embarquer sur la traque, selon moi, de dire, regarde, on justifie, on minimise, on dit que c'est ci, c'est ça. Non, il aurait dû pleinement l'assumer. Moi, c'est ça que j'aurais fait. Si j'avais ces casseroles-là, je serais arrivé en conférence de presse, puis j'aurais dit, garde, c'est connu dans mon milieu, mais les gens le savent pas. J'ai été un activiste politique radical. Je comprends ton point, sauf que on parle quand même d'un parti politique qui est aux portes du pouvoir. Puis, est-ce que ce gars-là peut être ministre, à partir de là, même s'il est très honnête, est-ce qu'il peut être ministre d'un ministre où il y a la sécurité publique, donc il est le boss de la police, on peut nommer un paquet de ministères où il est en problème. Tu sais, oui, moi j'aime ça aussi. Écoute, c'est quand même bizarre ce qu'il a fait, là. Je veux dire, c'est pas... c'est d'extrême gauche. Calice. Tu sais, je veux dire, il a pas fait du motocross interdit en plein centre-ville, puis là, les polices sont partis après, là. Tu es en train de citer Joe Hamel, toi, là? Non, mais on l'a tout fait. On l'a tout fait. C'est parce que je viens d'en parler avec Joe tantôt. On l'a tout fait. Tu sais, on a tout fait ça. On s'est tous sauvé des polices en moto. L'erreur de jeunesse. Ben oui, mais c'est ça qui est cave, là. Prendre une bière dans un chemin tu sais, un rang au lac Saint-Jean, là. Oui. Bref, tu sais de quoi je parle, là? Et ça, tout le monde qui vit au Saguelac a déjà fait ça dans sa vie, là. Déboucher une petite bière parce que t'es dans un rang en fer. Ben oui. C'est pas brillant, c'est pas prudent,
Si tu te fais pogner puis ça sort un jour, ça, tu peux dire c'est un accident, c'est un erreur de jugement. Regarde, j'ai fait regarde, moi, j'en ai fait une affaire semblable. Regarde, moi, te le dire, j'ai fait une affaire bien pareille à ça. Il y a quelques années, j'ai vendu une maison. J'étais à Vegas. C'est arrivé plus vite que je devais vendre. J'étais au Saguenay. J'étais allé. J'ai demandé à Yves Landry. Yves, je suis fatigué. Je vais conduire en montant. On va y aller ensemble. En redescendant, c'est toi qui conduis. Et quand tu es redescendu, j'ai pris une bière en descendant. Puis, j'avais pas le droit. Donc, même si j'étais pas le chauffeur. Puis, on s'est fait arrêter. Puis, Yves n'avait pas de permis de conduire. Donc, le char a été saisi. Les deux, on avait l'air des innocents. Puis, on a été droppés à Stoneham, en avant de l'église, abandonné par la police. OK. Ça, c'est une erreur. Ben, c'est pas de jeunesse, là, mais c'est une erreur de vieux jeune, tiens. Donc, Chris, on l'assume, on va l'assumer. Ça. Mais là, poseur de bombe. Écoute. Je veux dire, c'est histoire de bombe, là. Moi, je dis, en tout cas, si on se fie aux policiers, lui, les autres, ils disent que les policiers l'ont inventé. C'est là qu'ils sont en ce moment. Il y a comme une forme de complot. Mais. Ouais. Je veux dire, si on se fie ce qui est écrit... Il y en a qui sont dans le complot que la GRC a poussé les jeunes à être plus radicales même qu'ils mais ça, c'est le vieux fond péquiste. Ça, ils ont tout le temps été là-dessus. T'sais, moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune là, au cégep, puis que tout le monde était péquiste, puis je me tenais avec ce monde-là, ils racontaient déjà que les histoires de bombes des boîtes à mal, ça n'a jamais été le monde du FLQ, c'était la GRC qui faisait ça. Okay. Ça, c'est des vieilles histoires de péquistes depuis toujours. Là. Oui. C'est quoi l'autre affaire qu'il disait? Les premiers complotistes, c'est les péquistes. Ouais. C'est quoi l'autre affaire qu'il disait aussi? C'était que, le gars de la loi 101, là, il disait que c'était un agent double de la GRC ou je sais pas trop. Là. Lorrain, là. Oui. Ouais, ben lui, il y a plein de péquistes qui racontent des affaires de même depuis toujours. Là. Eux autres, quand il y a une affaire qui fait pas leur affaire, la GRC puis la police montée est en arrière de ça. Là. Mais là, moi, c'est pour ça que je dis, il aurait dû juste 100% assumé. Tu regardes, oui, ce qui m'est reproché, je l'ai fait. Puis bon, Duhem, il est peut-être un peu dans le champ sur des détails, mais en gros, c'est ce que j'ai fait. Même pas, c'est ça. Je l'assume. Moi, ce qui m'a le plus insulté dans toute cette histoire-là, c'est que la raison pourquoi ils se sentaient à l'aise de le présenter, c'est qu'ils savaient qu'il y avait le support médiatique derrière eux. Ils ont été surpris que Cogeco, en fait, sorte la nouvelle. Emmanuelle Latraverse l'a dit très clairement dans une quote. Elle dit, écoutez, là, ils n'ont pas essayé de cacher ça à personne. Tout le monde est au courant. Quand tu travailles à Radio-Canada puis tu croises Alex Boissonneau, tu le sais c'est quoi son passé. Tout le monde le sait. On en parlait ouvertement. Et là, tu es là, tu dis, ouais, Emmanuel, je comprends que dans votre petite clique, les gens le savaient. Mais est-ce que la population le savait? Écoute, Éric Duhem, naïvement, a félicité Alex Boissonneau d'être le candidat puis j'ai hâte de débattre, blablabla, blablabla. Ça, faut arrêter de faire ça. Une heure après, ça sort dans Cogeco, puis tu sais, what the fuck, écoute, c'était pas connu aux yeux de tous, là, de ce que je comprends. Il y a juste la clique journalistique qui se protège entre elles qui le savait. Exact. Fait que les péquistes étaient suffisamment confiants que ça sortirait pas. Ils étaient suffisamment confiants que la CAQ et le PCQ mettraient pas de ressources là-dessus. Ils étaient suffisamment confiants de dire, on essaye de le passer incognito, cette affaire-là. Parce que comme Frank dit, il y avait moyen de faire ça en own your shit. Own your fucking shit. T'as de la merde dans ton plateau? Je veux dire, prends responsabilité, explique que t'as des regrets, puis incite les jeunes à jamais faire d'affaires de même. Puis sérieusement, là, moi, je serais le premier à dire, écoute, il y a le droit à une rédemption. Ce bout-là, je l'achète. Là. Je suis capable, je crois en la réhabilitation, moi aussi, j'ai pas de problème avec ça. Mais la première étape de la réhabilitation, own your fucking shit. Ouais. Oh, exact. Tu sais, il a pas pris responsabilité, il n'a pas exprimé de regret initialement. Là, puis là, ce qu'ils essaient de faire, ça c'est le bout qui me flabbergasse dans l'histoire, c'est que là, tous les ténors souverainistes sortent dans les médias pour le supporter. Même un Mathieu Bock-Côté qui attaque l'extrême gauche sans arrêt, sort pour défendre le gars. Si c'était un candidat français en France, Mathieu Bock-Côté ne le supporterait pas. Okay? Si ce gars-là, c'était la même histoire en France, jamais Mathieu Bock-Côté ferait ce qu'il fait là présentement. Mais tous les ténors souverainistes sortent pour le protéger, fair enough, et tous les journalistes commencent à spinner la même phrase. La phrase NPC, erreur de jeunesse. Frank il disait hier, erreur de jeunesse is the new, il y a un beau CV. Oui. C'est là qu'on est. Là, on est dans la construction du consentement. Moi, ce que je vous dis, là, c'est que dans 2-3 jours, là, vous allez avoir un vox pop avec des boomers d'Arthabasca là, qui vont prendre le micro et dire ben, écoutez, c'est un bon petit gars, ça. C'est un bon petit gars. Là. Il a fait des erreurs de jeunesse.
Il a fait des erreurs de jeunesse. On lui pardonne. On va regarder qu'est-ce qu'il y a à nous dire. Je préfère une erreur de jeunesse à Duhaime. Oui. Ouais. J'aime mieux ça que ces coupures de taxes. Oui. Tu sais, nous autres, on a besoin de tout cet argent-là pour les belles entreprises du coin. Ben qu'est-ce qu'il propose, lui, à part salir le monde, là? Oui. Ah oui, gars. Ça servirait contre lui, hein, en passant. Parce qu'on est en train de faire passer Duhem pour le méchant dans l'histoire. Premièrement, là, le premier qui sort de l'histoire, c'est pas Duhem, c'est le gars de Cogeco. Oui. Si vous voulez attaquer quelqu'un, attaquez le gars de Cogeco. Puis si vous arrivez pour l'attaquer, vous êtes fourré un peu parce que vous allez l'attaquer parce que c'est le seul qui n'a pas participé au cartel qui est là pour cacher l'information au public. C'est ça la réalité, là. Là, Duhem, ce serait un crotté parce que lui, il accepte pas qu'on cache de l'information au public, là. Ouais, mais il a menti. Il a menti comment? Il a dit qu'il a fait 40 jours de prison. Il a menti. Ah oui, comment ça, il a menti? Il y a eu une peine dans la communauté. Première des choses, première question. Comment ça, ce crotté-là, à cette époque-là, qui a fait ces actions-là, a juste eu une peine dans la communauté? Ça, j'aimerais bien ça comprendre ça. Je le comprends pas partout. Deuxième des choses, il a effectivement fait 40 jours de prison. En fait, c'est même 41, de manière préventive. En quoi Éric Duhem a menti? Parce qu'on a eu le long tweet de Paul Saint-Pierre Plamondon qui dit qu'Éric Duhem ment quand il dit qu'il fait de la prison. Éric Duhem n'a pas menti. Non. Il dit qu'il n'a jamais été en possession d'armes comme les billes d'acier. C'est faux. Les unes du Journal de Montréal et de Québec à l'époque le disent clairement. Les 6 individus ont été arrêtés en possession de. Donc, Éric Duhem n'a pas menti et il se fait traiter de menteur par PSPP et tout le monde embarque là-dedans. Et autre affaire qui est complètement mensonger, s'il y a quelqu'un dans cette histoire-là qui a compté un mensonge, c'est PSPP lui-même, quand il dit que Alex Boissonneau n'avait pas l'intention de blesser personne. C'est complètement faux. Suffit d'aller lire le verdict du juge, qui dit très clairement que les intentions étaient de répliquer coup pour coup aux policiers et de blesser des policiers. La seule chose qui est nuancée, c'est qu'il n'avait pas l'intention de tuer des policiers. C'est écrit textuellement, noir sur blanc. La personne qui ment dans cette histoire-là, ce n'est pas Duhem, c'est PSPP. Mais il y a une free pass parce qu'il est dans la bonne gang. C'est ça. Et c'est Éric Duhem. Et c'est Éric Duhem. Contre Éric Duhem, c'est ça. Et pire que ça, on a des partisans de notre gang. Mais vous êtes écœurés de tout ça, vous autres. Moi, j'étais écœuré. Oui, j'étais écœuré. Puis là, c'est flagrant, c'est une pire histoire, là. Oui, je sais. Puis ils s'en tirent tout le temps, je vois le vert. Ils réussissent tout le temps à twister ça comme ils veulent. Ça vire toujours. On dit toujours, ah, les vieux médias sont morts, ah, les médias sont ci, les médias. Chris, c'est pas vrai. Mais ça, c'est pas vrai, notre faute aussi. Parce que là, on commence à avoir des messages de militants conservateurs, de gens qui sont proches d'Éric Duhem, qui sont pas aux CCD, puis qui souhaitent vraiment qu'il gagne dans Arthabasca, puis qui nous disent, là, il faudrait qu'Éric lâche cette histoire-là. Il a l'air agressif, il a pas l'air d'une bonne personne, il a l'air du méchant dans l'histoire. Là, il faut qu'on comprenne une chose, tout le monde. Okay, là? Faut que tout le monde comprenne une chose. Si vous voulez défendre des idées de centre-droite et de droite, là, vous devez prendre pour acquis la chose suivante. Vous êtes le vilain. Ben oui. Vous êtes le vilain dans l'histoire. Peu importe l'histoire. Si vous trouvez que là, il a l'air du méchant, parce qu'il n'a pas l'air du méchant zéro, là, mais ça veut dire qu'ils ont pogné le message de l'autre gang comme de quoi que c'était le méchant. Ça, c'est la première affaire. Mais ça va être toujours ça, là. Ça, c'est une histoire, mais peu importe l'histoire, il sera toujours le méchant. Peu importe si c'est grave ou pas grave, ils vont réussir à y coller l'image de méchant. C'est ça. Ça veut dire que si tu as un os à mordre, mords-le. De toute façon, t'es un chien sale. Okay? Exact. On te donne un os à mordre, mords-le. Arrête pas de le mordre. Moi, j'espère que les militants d'Arthabasca vont taper sur le clou, puis pas à peu près, en porte-à-porte, qui vont aller faire connaître cette histoire-là à monsieur, madame, tout le monde qui ne la verront pas à TV. Parce que ça, là, Christy, ça démontre tellement de choses. Là. Tout ce qui se passe au Québec, toute la merde qu'on voit au Québec est entièrement illustré dans... Exact, d'accord. C'est une synthèse, cette affaire-là. Tout ce qui se passe. Le favoritisme, la partisanerie, le 2 poids, 2 mesures, tout est illustré là. Et le poids médiatique des médias qui est encore existant avec une clientèle. Et je te dirais, rajoute à ça le mensonge, parce que là, s'en aller en conférence de presse, ben bon, tu as cité les mensonges de PSPP dans ses tweets d'hier, mais rajoute qu'aujourd'hui, en conférence de presse pour officialiser son candidat, moi, je suis très surpris qu'il le garde. Je suis pas pour la cancellation, mais moi, je veux dire,
si j'étais PSPP, je m'en irais pas là. Si je veux être le PM du Québec et bâtir un pays, je m'en irais pas là avec un gars de même. En tout cas, historiquement, ça s'achète à lui. Là. Historiquement, le PCQ, la CAQ, les conservateurs fédéraux, c'est tous des partis qui ont dû sacrifier des candidats pour des raisons beaucoup moins graves que ça. Exact. Je me rappelle même de Bevoda, qui était ministre au gouvernement fédéral, qui a dû démissionner pour un jus d'orange à $15. Exact, très bien. Oui, on s'en rappelle très, très bien de ça. Mais là, il a dit dans cette conférence-là que pour montrer qu'il n'a plus rien à voir avec ce passé-là, qu'il est maintenant une personne de centre-droit. OK. Journaliste à Radio-Canada, ça, de centre-droit. Ouais. Et quand la dernière fois c'est arrivé, ça? Et, moi, je ne l'ai pas écouté, la conférence de presse, parce que je l'ai vu, j'ai vu ça passer, comme vous autres, juste avant qu'on commence à enregistrer. Si je l'écoute, là, est-ce que je vais entendre un intervenant, un journaliste poser la question suivante? OK, parfait, vous définissez maintenant comme une personne de centre-droit. Nommez-moi 5 idées de droite auxquelles vous adhérez. Si t'es de centre-droit, tu dois avoir des idées de droite puis des idées de... C'est ça. C'est ça, quelqu'un de centre-droit, là? Si tu peux pas te dire je suis de centre-droit, mais il n'y a aucune idée de droite. Je me réclame de l'étiquette parce que c'est cool se réclamer de cette étiquette-là dans Arthabasca. Ouais, c'est ça qui se passe présentement. Oh oui, mais c'est sûr. L'affaire, c'est qu'Arthabasca, c'est le royaume de la PME. PSPP, il a dit il y a 2, 3, 4 jours, je sais pas trop quoi, il faut aller rencontrer tous les gars de PME, les gars de PME. Là, Christophe, le gars, il a une shop, et tu lui présentes un gars qui veut pas qu'il... tu lui présentes un gars qui veut détruire sa business, là. Oui, exact. Tu lui présentes un gars qui veut que le gouvernement gère sa business, là. Ah là, le gars, il est rendu de centre-droit là, depuis quoi? Depuis 2 heures. 2 heures. Oui. Mais si le monde croit ça dans Arthabasca, là, m'excuse, là. Ouais. Mais vous êtes naïf, je vais vous poser la question pareil, OK? Moi, les idées, c'est sûr qu'en plus on vieillit, on est plus wise, il y a des affaires qu'on check différemment, mais je veux dire, tu sais, je regarde mes enfants, puis je me rappelle ce que j'étais jeune, puis je me regarde où je suis aujourd'hui. J'ai changé parce que j'ai vieilli, j'ai maturé, mais je veux dire, le fond, ma personnalité, ce que je voyais, les affaires où ce que je détonnais à 17, 18, 19, 20 ans sur des sujets, ben ça représente pas mal ce que je suis aujourd'hui. Je sais que Yann a fait un petit switch dans le temps, à un moment donné. Je sais qu'il y en a qui le font, mais là, on ne parle pas de ça. Là. On ne parle pas de « Ah, j'étais à l'école, j'avais 17-18 ans, mes parents étaient un peu plus social-démocrates, ils étaient pour un pays, puis là, je ne savais pas trop ce que j'étais, puis finalement, 3 ans après, je me suis rendu compte que j'étais centre-droite. » On parle quand même de quelqu'un qui était radicalisé au max, qui avait quand même 22 ans, qui est passé par l'armée. C'est quand même quelqu'un qui n'avait pas 15 ans. Il était très, très loin dans son aventure. Là. Mon feeling, c'est qu'il a peut-être pour Radio-Canada. Ben oui, puis il travaille en plus pour Radio-Canada. Donc, le gars, il a peut-être changé un peu. OK, je peux croire qu'il s'est calmé les nerfs un peu. Mais le fond n'a pas dû changer tant que ça. Là. Impossible de changer de fond. Bon, OK, merci. Pas à Radio-Canada. Ben, je veux dire, si tu arrives puis tu as un passé de militant communiste, puis qu'éventuellement, tu deviens journaliste pour Radio Pirate, je veux dire, on va te croire que tu as eu un parcours puis que tu as changé de bord. Là. Mais je veux dire, là, tu travailles pour Radio-Canada. Est-ce qu'on pense que Pierre-Carl Pellado est encore le cas qu'il était quand il était à Paris à l'université, puis jusqu'à l'âge de 25 ans? Est-ce qu'il y a encore un côté marxiste d'après vous autres? Non. Non, OK. Donc, on le voit par sa carrière. On le voit par ce qu'il a fait. Il est devenu un homme d'affaires, il a repris l'entreprise anti-syndicale, etc., etc. Donc, c'est possible que ça arrive d'une certaine manière. Mais c'est comme tu dis, c'est lié à la suite des choses. Ben oui, Radio-Canada, c'est la terre des journalistes de gauche au Québec. Là. Ben, nommez-moi le journaliste le plus à droite que vous connaissez à Radio-Canada. Gérald Filion. Alors, il fallait en nommer un. Là, mais non, je comprends, mais je veux dire, c'est vraiment... c'est parce que c'est le gars d'économie. C'est le gars d'économie. Tu dis, tu vas penser à lui, mais quand tu y penses, tu dis son nom, tu dis non, ça fait pas non plus. Écoute, Radio-Canada, c'est le média là, qui n'était pas capable de supporter Rodolphe Ossini puis Jacinthe Avarette. C'est ça, exact. Mais à quelque part, là, Alex Boissonneau, lui, là, de droite, là, c'est correct. Ouais. Radio-Canada, c'est le média là, qui fait faire plein de niaiseries à Dimitri Soudas.
qui permet à Dimitri Soudas de presque encenser les libéraux en pleine campagne électorale parce que ça, c'est leur faire valoir. Non, pas presque encensé. Il a encensé les libéraux pendant la campagne électorale. Ouais, il les a encensés. Radio-Canada fait faire des crises de niaiserie à des conservateurs en nom, OK, pour les maintenir en poste. Mais somehow, là, Alex Boissonneau a toujours été à droite. Oui. C'est sérieux, ça, là. Mais tu sais, dans la vie, là, en général, quand tu fais un genre de chemin de croix, là, pensez aux gens que vous connaissez qui avaient un passé et qui ont renié, entre guillemets, ce passé-là ou qui ont évolué par rapport à ça. On pense, entre autres, mettons, à, je sais pas, là, Martineau qui disait « Ah, j'écrivais dans le voir dans le temps, aujourd'hui, tout ce monde-là m'haït, puis tout ça. » Il y en a plein des gens de même, là, qui étaient quelque chose, puis à un moment donné, en général, ils font quoi, ces gens-là? Ils passent le temps à parler de ça. Ils passent le temps à le rappeler. Oui. C'est rare quelqu'un qui a changé par rapport à son passé, puis il fait comme le cacher. Oui. C'est vrai. Si tu le caches, d'après moi, c'est que tu le penses encore un peu. Puis je sais que c'est un procès, je le sais pas. J'ai pas de certitude de ce que je dis. Je dit que ce que je remarque, c'est qu'en général, les gens qui ont... Moi, regarde, tu disais Yann tantôt, mais moi aussi, je l'ai déjà dit 25 fois. Quand j'étais plus jeune, j'allais au cégep, début d'université, puis j'étais plus à gauche parce que c'était ça le milieu, puis j'étais là-dedans. Mais j'ai raconté plusieurs fois comment, à un moment donné, j'ai fini par voir ça un peu de l'extérieur, puis prendre un pas de recul par rapport à ça. Je le raconte. J'essaye pas de faire croire au monde que, ah oui, moi, à 15 ans, je t'avais déjà les idées que j'ai là. Je le sais que c'est pas vrai. Mais si tu caches ça, c'est parce que... Je comprends pas l'intérêt de ça, en fait. Au-delà de tout ça, en plus, c'est stratégiquement parlant. Puis ça, je prendrai pas le mérite de ça, cette phrase-là. C'est le prof Caron qui nous disait ça sur notre conversation tantôt. Frank en a un peu parlé un matin aussi. Mais stratégiquement parlant, on commence à comprendre un peu plus les objectifs de PSPP. Puis les souverainistes vont être extrêmement déçus de leur chef éventuellement. Puis je vous l'annonce tout de suite. Pourquoi je dis ça? C'est que normalement, dans un contexte référendaire, PSPP, oui, son élection est importante, mais ce qui est encore plus important, c'est le prochain référendum et de gagner ce prochain référendum-là. Si on avait vraiment un chef souverainiste référendiste qui nous amène vers le pays, là, ça, ce serait dans l'ordre des choses. Gagner l'élection serait secondaire éventuellement au référendum possible. En 1994, Mario Dumont est élu pour l'ADQ. Et Mario Dumont, éventuellement, embarque dans l'autobus du oui en 1995 avec Jacques Parizeau. Est-ce qu'on sent que Jacques Parizeau a tout fait pour que Mario Dumont ne rentre pas à l'Assemblée nationale? Non. On n'a jamais vraiment senti ça, vraiment. Là. Ben là, ce qu'on voit présentement, là, c'est que le PQ essaie de présenter un candidat vedette contre Duhem. Le PQ tire de la boîte à Duhem aller-retour et est prêt à le traiter de menteur. Je veux dire, oui, cette semaine, mais la semaine passée aussi. Le système, je sais très bien où tu t'en vas. Le système, là, le genre de machine politique québécoise, l'uniparti, là. Vous savez pas comment il y a des manigances par en arrière pour empêcher le Christ de Duhem puis sa gang de coucous de mettre le pied à l'Assemblée nationale. Il y a une fixation à l'intérieur de l'Assemblée, de l'édifice de l'Assemblée nationale. C'est carrément ça qui se passe, là. Puis, carrément ça, là. Quand tu parles à des stratèges, aux architectes du parti, ils te disent tous qu'il leur manque le fameux 10% pour le grand soir. Puis la clé de ce 10%-là est probablement dans le PCQ. Ils le savent. Pourquoi ils essaient de brûler tous les ponts possibles entre les deux partis? Parce que la guerre qui éclate présentement dans Arthabasca, c'est une guerre de tranchées entre les militants. Ça se pogne pour de vrai sur le web, ça va se pogner pour de vrai sur le terrain, ça va jouer cochon. Là, c'est-tu Raes qui va représenter la CAQ? Bon, ce serait même pas surprenant. Il me semblerait qu'il y a des rumeurs. On ne pas en bas de ma chaise avec ça, mais tu sais, je veux dire, c'est sûr que la CAQ vont présenter une candidature vedette aussi de leur côté. Personne ne veut que Duhem rentre. Mais les péquistes, dans leur agenda référendaire, si tu arrives, tu dis, OK, mettons, mon seul objectif, c'est le grand soir. Ben, les péquistes auraient avantage à faire rentrer Duhem. Je veux dire, virer ça. Je comprends très bien ton point. Non, je comprends très, très bien. Je comprends très, très bien parce que je suis là, moi. Je comprends très bien ce que tu dis. Moi, je suis albertain en ce moment, OK? Moi, le Canada, j'ai jamais été accroché au Canada, OK? Et là, plus que jamais, je suis décroché du Canada complètement. Je suis plus là. J'ai aucun intérêt. Je ne connais pas le Canada. Je ne connais pas les Canadiens. Tu n'aurais pas de misère à voter oui.
depuis la COVID, j'ai aucun lien avec le pays à part mon passeport. OK? Il y a une possibilité, moi, si quelqu'un arrive avec un plan d'être autonome, d'être centre-droit, petit gouvernement, pays dynamique, qui sort son gaz, qui fait des alliances avec les États-Unis. En Alberta, tu votes oui. Là. Ben, je vote oui. En Albertain, tu votes oui. Chris, il me veut pas. Ben non. Mais ce que je veux qu'on comprenne bien, puis ça, c'est un message aux péquistes. Votre chef, là, si c'est la souveraineté, sa priorité, là, son intérêt est que Duhem rentre dans Arthabasca. Parce que ça augmente tes probabilités d'avoir Duhem dans l'autobus du oui en 2027 pour le référendum. Surtout Éric. Ça, c'est un fait. Éric n'est pas dur à convaincre, c'est le parti qui est le plus dur à convaincre. Oui. Mais vous avez intérêt à jouer fair play avec Éric Duhem. Vous avez intérêt à tisser des liens avec Éric Duhem, à tisser des liens avec certains militants clés d'Éric Duhem. Ben ça, oui. c'est d'ailleurs ce qu'il essayait de faire. Tu sais, je veux dire, PSPP qui passe à notre podcast, là, je veux dire, c'est pas un addon. Là. Le but, c'est d'attendrir les tensions entre les deux partis parce qu'ils veulent un jour peut-être avoir notre gang dans l'autobus du oui. Parizeau l'a fait. Mais Parizeau, au début du référendum de 1995, Parizeau t'as dans la marde par-dessus la tête. Là. Mais pourquoi PSPP il l'a fait, il est allé chercher Bouchard, mais il est allé chercher Dumont. Exact. Mais pourquoi ça finit à 49. Pourquoi PSPP largue la stratégie présentement? C'est qu'il s'en calisse du référendum. Il s'en calisse du référendum. Il veut être premier ministre. Parce que si l'objectif est d'être premier ministre, là, tu rentres dans Duhem à tour de bras, parce que Duhem est dans tes jambes dans plusieurs comtés. Duhem est dans tes jambes dans à peu près 6-7 comtés que tu aurais besoin pour avoir un gouvernement majoritaire. Fait que là, la job à PSPP, c'est de rentrer dans Duhem, puis bang, bang, bang. Parce que présentement, le message envoyé par PSPP, c'est qu'il préfère un gouvernement majoritaire péquiste à un référendum gagnant. C'est ça le message qui est envoyé, puis c'est ça que les péquistes comprennent pas présentement. Très bon point, très bon point. Très bon point. C'est un carriériste. Oui, ben c'est ça. Exact, c'est ça qu'on comprend. Bloc 2 avec Yann et Frank, juste après ça.